Monsieur le Président, cher Philippe, Monsieur le maire, cher Olivier, Monsieur le Président du Conseil régional, cher Muriel Pénicaud, Mesdames et Messieurs les présidents de conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Pour tous les Français, Orléans est associé à un imaginaire glorieux. Vous avez dit, Monsieur le maire, le rôle central qu'avait joué Jeanne d'Arc dans la réputation, l'image, la fierté que cette ville évoque pour tous les Français. Je voudrais commencer mon intervention en parlant de celui qui a le plus directement bénéficié de cette opération. Charles VII. Charles VII, devenu roi en 1429, est finalement assez peu connu. Il mériterait de l'être plus. Il mériterait de l'être plus, car il fait partie de cette longue liste de souverains trop méconnus, mais qui, au milieu du XVe siècle, vont poser les bases de ce qui devient l'État moderne. On imagine souvent que la construction de l'État en France passe par un effort univoque, constant, d'une centralisation qui mettrait tout à sa main et qui garantirait un État fort et donc une France constituée. C'est souvent un peu plus fin que ça, un peu plus dual. Je ne dirais pas que Charles VII faisait du « en même temps ». Ce serait un contresens historique, et il faut toujours s'en méfier. Mais nous pouvons observer dans les décisions qu'il prend un mouvement subtil entre, d'un côté, des mesures à visée unificatrice, c'est le cas des réformes des finances qu'il engage, de la fiscalité, de l'armée, des coutumes, mais d'un autre côté, Charles VII multiplie les centres de pouvoir territoriaux avec l'établissement ou la confirmation de parlements de province à Toulouse, à Grenoble, à Bordeaux, à Dijon, ou encore, plus intéressant, l'établissement d'une cour des aides qui, à Montpellier, tiendra compte du régime fiscal propre au pays de Languedoc. Si vous me permettez de reprendre les termes d'un auteur, un médiéviste français qui s'appelle Léonard Dauphin, qui a produit récemment une passionnante étude sur l'espace politique français entre 1380 et 1515, la monarchie se rend compte à l'époque, je cite, que le principal danger qui la menace n'est plus l'autonomie des provinces, mais leur anémie. Et c'est pourquoi elle s'attache non seulement à préserver, mais même à renforcer leurs prérogatives. L'histoire de France, mesdames et messieurs, est ainsi. Elle a toujours oscillé entre la volonté pour solidifier l'État de centraliser et la nécessité de prendre en compte l'incroyable diversité de ces territoires, de leurs histoires, de leurs spécificités. Vous connaissez la formule de François Mitterrand. La France a eu besoin d'un pouvoir fort et centralisé pour se faire. Elle a aujourd'hui besoin d'un pouvoir décentralisé pour ne pas se défaire. Le seul reproche que je ferai à cette formule, c'est d'imaginer qu'il puisse y avoir un mouvement de balancier, alors qu'en vérité, il faut qu'il y ait une tension permanente entre ces deux éléments de l'histoire française pour que notre pays puisse pleinement s'épanouir. Et le gouvernement que je dirige s'inscrit dans cette double dynamique. Nous sommes convaincus qu'il faut à la fois rénover l'échelon central pour lui rendre son agilité, pour le concentrer sur les missions que personne d'autre ne prendra à sa charge, pour qu'il soit, en un mot, à la hauteur des enjeux de notre temps. Et nous devons en même temps permettre à des régions et à des territoires d'être à la fois solides et bien vivants, de s'épanouir et de prospérer. Et c'est précisément dans cet esprit que, le 17 juillet dernier, j'ai ouvert la Conférence nationale des territoires, à laquelle participait Monsieur le Président de la République, et au cours de laquelle il a prononcé un discours remarqué dont vous avez fait état, Monsieur le Président. Tout cela était organisé au Sénat.
L'objectif de la Conférence nationale des territoires, quel est-il? Il est, je le rappelle, de pouvoir y discuter en amont de toute décision affectant les collectivités territoriales. Il est de favoriser l'exercice d'une décentralisation assumée, agile et intelligente. Il est, pour reprendre les mots du président de la République, probablement cher au président Rousset, de nouer avec vous des pactes girondins. Il est donc, en un mot, de dialoguer. C'est la raison de ma présence ce matin. Je sais combien votre association tient à ce dialogue, et surtout, disons-le, Monsieur le Président, à un dialogue privilégié entre les régions et le gouvernement. J'y suis moi-même très sensible. C'est la raison pour laquelle j'ai répondu sans hésitation à votre invitation ce matin, et c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici avec Madame Pénicaud. Je sais également les inquiétudes qu'a pu susciter parmi certains chez vous le lancement de cette conférence nationale des territoires, avec la crainte que cette instance, cette logique, ce processus ne vienne remettre en cause la relation bilatérale à laquelle vous tenez tant. Je vous le dis clairement, ce ne sera pas le cas. Le dialogue que nous aurons dans le cadre de cette conférence sera complémentaire de celui que nous pourrons continuer d'avoir par ailleurs sur des sujets qui vous concernent exclusivement, et ils sont nombreux. Il faut que les régions participent à la Conférence nationale des territoires parce que certains sujets exigent que tous les territoires réfléchissent ensemble et dialoguent ensemble. Et il faut qu'il y ait par ailleurs une discussion bilatérale entre l'État et les régions pour les sujets qui concernent spécifiquement et exclusivement les régions ou sur lesquels elles ont un rôle extrêmement particulier. Il n'est donc pas question avec cette conférence de diluer le débat, il est question de l'enrichir. Et il est également question de traiter les sujets de manière franche, transparente, guidée par le seul souci commun de servir au mieux les intérêts des Français. Parmi ces sujets, il en est un qui a suscité des incompréhensions, pour ne pas dire des frictions. C'est le contenu du projet de loi de finances pour 2018 qui a été présenté hier par le ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin. Je voudrais donc prendre le temps d'y revenir, en me tenant au fait, et d'y revenir le plus directement possible. Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités en mai dernier, qu'avons-nous trouvé dans le budget 2017 ? Une série de promesses, d'engagements, dont les financements n'étaient pas toujours garantis. Ce n'est pas moi qui le dis, ou plus exactement, ce n'est pas seulement moi qui le dis. C'est la Cour des comptes. Elle avait, dès l'élaboration du budget à la fin de 2016, formulé, elle n'était pas la seule, des doutes sur la réalité, voire sur la sincérité des objectifs qui étaient annoncés au regard des engagements qui étaient pris. Au moment de la préparation du budget en 2016, vous vous souvenez, Monsieur le Président, vous êtes attentif à ces sujets, que l'objectif affiché, c'était un déficit de 2,7% du PIB. Il a été corrigé au fur et à mesure qu'on avançait dans les débats, pour faire preuve de plus de réalisme sans doute, à 2,8% du produit intérieur brut. Et lorsque nous avons demandé à la Cour des comptes de nous dire ce qu'il en serait pour l'année 2017, compte tenu de ce qui avait été promis, de ce qui avait été engagé, de ce qui avait été budgété, la Cour nous a dit au début du mois de juillet que loin du 2,8 affiché, nous arriverions dans l'exécution du budget à 3,2 si et seulement si le gouvernement prenait des mesures énergiques. Ça, c'est la réalité, ce sont les faits. En rappelant ces faits, je ne veux pas dire que ceux qui nous ont précédés ont failli. Parce que, dans le cours des choses, c'est toujours facile de dire après qu'on aurait dû faire différemment avant. Je dis simplement qu'à partir du mois de mai, et qu'à partir de l'audit réalisé par la Cour des comptes au mois de juillet, nous avons eu la certitude objectivement et indépendamment, en tout cas avec beaucoup d'indépendance présentée, que les finances de la France n'étaient pas bonnes. Vous avez cité, Monsieur le Président Molière, le malade n'est pas imaginaire. Et seuls les tartuffes peuvent en juger autrement.
Il a donc fallu prendre des décisions, et nous les avons prises. La première décision que nous avons prise, parce qu'elle correspondait à un engagement de campagne, et que c'est également assez important de tenir les engagements de campagne, ça a été de ne pas augmenter les impôts en 2017. Et après tout, il aurait été possible de le faire. Il aurait même été facile de le faire. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà vu. Pour équilibrer quelque chose qui part assez loin de l'objectif initial, on augmente les impôts en cours d'année et on rattrape d'une certaine façon la difficulté comme cela. Nous n'avons pas voulu utiliser cet instrument parce que nous nous étions engagés à ne pas le faire. Nous avons donc mis en place, dès l'année 2017, des économies, des réductions de dépenses. Des réductions de dépenses souvent impopulaires. Et je l'assume. Parce qu'il fallait le faire. Et parce que nous terminons, grâce à cette réduction de dépenses, grâce à cette annulation, grâce à ces annulations de crédit, ou grâce à ces économies, nous terminerons l'année 2017, dont la Cour nous avait dit qu'elle serait marquée par une exécution à 3,2% si et seulement si nous prenions des mesures énergiques. Nous terminerons en dessous des 3%, probablement aux alentours de 2,9%. Ensuite, qu'avons-nous fait ? Nous avons préparé le budget 2018, en nous fixant comme objectif de tenir les engagements pris par le Président de la République, et nous avons consulté, largement. Nous avons consulté le Président des Régions de France, Philippe Richert. Et lors de ces échanges, Monsieur le Président, lors de ces échanges toniques, car vous connaissez tous le caractère tonique du Président Richert lorsqu'il défend les intérêts des régions, à juste titre d'ailleurs. C'est apporté à votre crédit, Monsieur le Président. Merci. Très tonique. Le Président Richert nous a dit tout l'attachement des régions de France à l'affectation d'une ressource fiscale dynamique. C'était la ligne rouge, m'avez-vous dit. C'était une revendication ancienne, et c'était une revendication ancienne à laquelle nos prédécesseurs avaient donné droit dans le cadre de la loi de finances votée en 2016 pour l'année 2017, avec une échéance au 1er janvier 2018. Compte tenu de la situation budgétaire du pays et de la nécessité de redresser les comptes publics, revenir sur cette promesse aurait pu être une option. Nous ne l'avons pas fait. Nous confirmons donc 3 des engagements du gouvernement précédent. En 2018, la dotation globale de fonctionnement des régions sera bien transformée en une fraction de TVA. J'ai tenu à ce que cette dynamique de la TVA soit garantie aux régions pour les 5 prochaines années, ce qui représente plus de 100 millions escomptés pour la seule année 2018. Enfin, les 250 millions d'euros restant à verser aux régions au titre du fonds exceptionnel créé en 2017 vous seront bien versés en 2018. En revanche, et je l'assume, nous avons décidé de ne pas intégrer le fonds exceptionnel de 450 millions d'euros dans le montant de la TVA qui vous sera alloué. Pourquoi ? D'abord parce que, comme son nom l'indique, il s'agissait d'un fonds exceptionnel et que, par nature, l'exception n'a jamais vocation à devenir la règle. Ensuite, parce que je ne veux pas rentrer dans une politique qui serait fondée sur des chèques en blanc ou des chèques en bois. Vous avez dit, Monsieur le Président, et vous avez raison de le dire, qu'il convient, lorsque l'on s'engage, de tenir ses engagements. Au moins autant que cela, il convient, lorsque l'on s'engage, de ne s'engager qu'à ce que l'on peut tenir. Et j'entends bien m'engager à ce que je peux tenir. Je pense que c'est aussi un élément de la confiance, avec le caractère direct des échanges. Plus fondamentalement, parce que, compte tenu des équilibres, le financement de cette mesure serait intervenu au détriment d'autres collectivités territoriales. Je pense aux départements, je pense aux communes, je pense aux intercommunalités. Et enfin, et c'est probablement le plus important, parce qu'au fond, nous avons fait les 2/3 du chemin que vous escomptiez. Vous attendiez 450 millions d'euros en 2018, l'État vous en garantit 300 millions nets, sans de dynamique de TVA, et le complément de crédit du fonds exceptionnel de 2017.
Après 3 années de baisse successive des dotations, 1,6 milliard d'euros sur la DGF entre 2013 et 2017, ça n'est pas rien, surtout dans le contexte budgétaire dans lequel nous nous trouvons, que je n'invente pas et que vous connaissez. Et je me permets d'insister, l'allocation d'une part de TVA, c'est extrêmement moderne, c'est précurseur, et ça peut annoncer des choses ensuite. C'est un engagement significatif pour l'État, puisqu'il concerne une recette importante pour nos finances publiques. Je voudrais le dire une dernière fois, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les régions ne connaîtront pas de baisse nette de leurs ressources en 2018. Vous toucherez moins qu'escompté, mais ce sera plus qu'en 2017, avec qui plus est une dynamique de la TVA garantie sur toute la mandature. Quant à la suite, après 2018, nous aurons l'occasion d'y revenir. J'ai eu l'occasion de dire à la Conférence nationale des territoires, de vous le dire aussi, Monsieur le Président, que la fiscalité locale n'était à mes yeux ni juste, ni lisible, ni efficace. Nous devons donc réfléchir ensemble, en prenant le temps, car ces sujets sont complexes, et toute modification peut créer des gagnants et des perdants. Nous devons donc réfléchir ensemble, dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, à la modernisation de notre système de fiscalité locale. Je pense qu'il conviendra d'en discuter dans ce contexte de la Conférence nationale des territoires, mais aussi dans le contexte bilatéral de la relation entre le gouvernement et les régions, et notamment d'en reparler à l'aune du pacte financier que le gouvernement vous propose. J'ai beaucoup parlé de recettes, je voudrais parler de dépenses, et je reviendrai sur le pacte financier. En contrepartie de la ressource fiscale dynamique et de la visibilité sur la mandature, les collectivités territoriales, les régions, mais en vérité toutes les administrations publiques, locales, sociales, de l'État, vont devoir poursuivre leur effort et maîtriser l'augmentation, la progression, la dépense publique en tout état de cause. Nous voulons le faire, non pas par une baisse au rabot des dotations, non pas par une suppression, par une diminution ex ante des dotations, mais par un mécanisme contractuel qui nous permet d'encadrer l'augmentation de la dépense publique. Nous voulons faire en sorte que ce mécanisme contractuel, il ne soit pas appliqué à toutes les collectivités territoriales de France, mais à celles qui concentrent les 2/3 de la dépense publique locale. 319 collectivités territoriales concentrent à elles seules les 2/3 de la dépense publique locale. Les régions, les départements, les métropoles bien entendu, les agglomérations de plus de 150 000 habitants, les villes de plus de 50 000 habitants. Pour les autres, qui sont souvent des petites villes, qui connaissent souvent des difficultés, qui sont parfois des villages, souvent des villages, l'effort de maîtrise de la dépense est indispensable, et elles le font d'emblée. Vous avez raison, Monsieur le Président. On n'attend pas la consigne de l'État pour faire attention à la gestion de l'argent public. Mais reconnaissez avec moi que l'évolution de la dépense publique, globalement, et depuis de nombreuses années, collectivités territoriales et État, montre que, néanmoins, malgré toute cette attention qu'on porte à la gestion des deniers publics, l'évolution part souvent et manifestement à la hausse. Notre objectif, c'est de faire en sorte d'organiser avec les 319 collectivités territoriales les plus importantes pour la dépense publique les objectifs de maîtrise de la dépense et les mécanismes contractuels de limitation de cette dépense publique. Là encore, ça ne veut pas dire que les dépenses baisseront en valeur absolue, elles continueront à augmenter, mais cette augmentation doit se faire à un rythme contenu. Concrètement, si vous dépensiez 100 en 2017, il ne faudra pas dépenser 101,2 en 2018. C'est un effort réel, mais je suis convaincu qu'il est moins archaïque et moins brutal qu'une baisse de dotation par avance, si j'ose dire. De même, nous souhaitons que les collectivités territoriales, qui sont dans une situation moins délicate que l'État en la matière, j'en ai parfaitement conscience, mais que néanmoins les collectivités territoriales et l'ensemble des administrations se fixent des objectifs de désendettement et des trajectoires de désendettement.
À terme, notre objectif, c'est de vous aider à dégager des marges d'autofinancement pour investir durablement sur nos territoires, aux côtés de l'État, car la vocation d'un budget, c'est d'abord de servir une action. C'est bien pourquoi nous voulons, au niveau des collectivités, recentrer les dépenses de fonctionnement au profit des dépenses d'investissement. Vous êtes souvent sur cette logique, sur ces priorités. C'est vrai d'un très grand nombre de collectivités territoriales, mais c'est indispensable pour le bien public et c'est indispensable pour l'évolution de notre pays. Au niveau de l'État, l'investissement demeurera une priorité, comme en témoigne le grand plan d'investissement de 57 milliards d'euros que nous avons présenté avec Jean Pisani-Ferry en début de semaine et qui fera une large place aux régions. Nous voulons agir à vos côtés en assurant la meilleure complémentarité possible de nos actions. Je serai très attentif dans le déploiement de ce grand plan à ce qu'une partie importante, 10 milliards d'euros, puisse aller vers les collectivités locales, soit bien au rendez-vous de l'action publique. Et je ne crois pas trahir un grand secret en disant que les régions seront très prioritairement concernées. Dans le projet de plateforme que vous m'avez transmis fin août, vous avez, à juste titre, identifié plusieurs chantiers qui nous lient directement. Nous sommes prêts à y travailler avec vous. Nous devons même y travailler avec vous. Les sujets ne manquent pas, et pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, je voudrais évoquer la mobilité, pour laquelle nos destins sont liés, dans les réflexions sur une réforme réussie du secteur ferroviaire, notamment de l'ouverture à la concurrence des TER. Je pense aussi aux travaux engagés dans le cadre des assises de la mobilité, avec la nécessité de penser service et qualité avant de réfléchir infrastructure et d'imaginer de nouvelles formes de financement lorsqu'on réfléchit aux infrastructures de transport. L'agriculture, dont je reconnais bien volontiers avec vous que nous avons des progrès indéniables à faire en matière de gouvernance, le développement économique des territoires, où les régions devront être associées au plan d'action en faveur de la croissance des entreprises porté par Bruno Le Maire et Benjamin Griveaux, la transition écologique, où la rénovation thermique des bâtiments publics dans le cadre du grand plan d'investissement et des contrats de transition écologique portés par Sébastien Lecornu n'aurait pas de sens sans votre mobilisation, la politique de cohésion post-2020, pour laquelle nous devons travailler à défendre au mieux les intérêts de nos territoires auprès des instances européennes, les Outre-mer, enfin, auxquels nous sommes tous extrêmement attentifs et dont la spécificité peut nourrir la réflexion nationale, en particulier sur l'adaptation des normes. Chacun de ces sujets mériterait un développement spécifique. Nous aurons l'occasion d'en parler ensemble. Permettez-moi simplement de prendre quelques instants pour évoquer la question de la formation professionnelle et de l'apprentissage, secteur dans lequel vous avez fait part de votre souhait d'exercer un pouvoir réglementaire local. Vous le savez, le gouvernement va engager, avec Madame la ministre du Travail, dans les semaines qui viennent, un exercice intense de discussion, de consultation, de négociation, avec d'un côté les organisations syndicales et patronales, qui sont indispensables pour avoir une réflexion pleine et entière en la matière, et avec de l'autre côté les régions qui, par leurs compétences, par leur engagement, parfois même par leurs ambitions, qui sont parfois différentes d'une région à l'autre en la matière, mais par leurs ambitions, concourent à ce sujet de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Notre objectif, c'est, après avoir modifié le Code du travail, après avoir modifié la fiscalité pour favoriser l'investissement privé et pour favoriser la croissance, c'est de réfléchir à la nouvelle façon d'organiser l'apprentissage et la formation professionnelle pour une raison simple, c'est que les compétences et la capacité que l'on a à acquérir de nouvelles compétences et à adapter en permanence nos compétences sont probablement les armes de destruction les plus massives contre le chômage. C'est la compétence qui est au cœur de la lutte contre le chômage. Donc la formation initiale, c'est le travail du ministre de l'Éducation nationale, l'apprentissage et la formation professionnelle. Et nous voulons, entre le début du mois d'octobre, où ce processus de réflexion va être engagé, et la fin du mois de mars, début du mois d'avril, où nous présentons un projet de loi, engager cette discussion avec vous sur tous les sujets, sur toutes les initiatives, sur toutes les originalités. Nous ne reproduirons jamais en France ce qui marche parfaitement dans d'autres pays.
il est convenu, vous le savez tous ici, de se référer de façon systématique à l'Allemagne, parfois au Danemark, sur la question de l'apprentissage. La vérité, c'est que les structures, les cultures de nos pays sont suffisamment différentes pour qu'il soit inenvisageable, je dis ça à Philippe Richert, pour qu'il soit inenvisageable de les calquer complètement. Mais nous pouvons nous en inspirer, nous pouvons en apprendre, nous pouvons, au moment où nous redéfinirons les objectifs, les tuyaux, les financements, les compétences, nous pouvons nous inspirer de ce qui fonctionne ailleurs, et c'est bien notre objectif, parce qu'en la matière, il ne faut pas escompter, et d'ailleurs, heureusement, personne ne l'imagine, que l'État seul puisse déterminer les formations les plus utiles à tel endroit, les meilleures façons de développer l'apprentissage dans tel ou tel secteur indispensable. C'est évidemment un travail de terrain, et dans ce travail de terrain, les organisations syndicales et patronales et les régions ont, vous le savez, un rôle important. Je voudrais également insister sur un point qui n'apparaît pas directement dans votre projet de plateforme, mais qui est le rôle des régions dans la cohésion des territoires. Dans un environnement où les structures administratives sont plus vastes, du fait de cette réforme des régions, nous avons un intérêt partagé à conforter le maillage intermédiaire et le lien avec les territoires. Nous devons donc travailler de concert pour soutenir des projets de territoire dans le cadre des contrats de ruralité, par exemple. Aucun élu rural ne comprendrait qu'aujourd'hui, l'État et les régions se fassent concurrence dans l'accompagnement des territoires. Le gouvernement, Jacques Mézard et Julien Denormandie en premier lieu, portent un regard très attentif aux petites et aux moyennes villes, celles-là même où se concentre le sentiment d'abandon, de relégation, l'abstention et parfois le vote protestataire. Là encore, nous devrons unir nos forces pour répondre rapidement aux élus et habitants de ces territoires qui se sentent délaissés. À nous de les remettre au cœur de l'attention politique. J'ai indiqué ce que nous ferions s'agissant du pacte financier pour les petites communes. J'insiste aussi sur le fait que dans le projet de budget 2018, nous maintenons les dotations permettant de financer des investissements dans le monde rural, de façon justement à indiquer cette attention. Un dernier mot avant de conclure. Vous avez choisi pour thème de votre congrès « Osons les expérimentations ». Eh bien, voilà un sujet sur lequel nos planètes sont parfaitement alignées. Le gouvernement a bien entendu votre invitation à favoriser l'expérimentation comme mode d'exercice des compétences régionales. C'est l'esprit même du programme qu'a porté le président de la République pendant sa campagne, donner plus de souplesse aux collectivités pour décider de leur propre organisation. Et c'est ce que j'ai appelé pour ma part la décentralisation assumée lors de la Conférence nationale des territoires de juillet. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je vous rejoins volontiers sur ce point, il n'y aurait pas de sens à vouloir rejouer le Big Bang de l'organisation territoriale, à vouloir modifier depuis Paris les limites de telle ou telle circonscription régionale ou de telle ou telle circonscription départementale. Nous devons collectivement digérer et avancer. Nous laisserons en revanche une liberté aux collectivités territoriales, celle de s'organiser comme elles pensent le plus utile et le plus efficace de s'organiser. Si des départements veulent fusionner dans le respect de ce que nous apprécierons être l'intérêt général, ils pourront le faire. Si des communes veulent accélérer le mouvement déjà engagé de réunion, elles pourront le faire. Et si nous pouvons favoriser l'expérimentation de solutions locales, nous le ferons, c'est indispensable. Nous avons décidé avec Gérard Collomb, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et avec Jacqueline Gourault, de saisir le Conseil d'État, d'une part sur la possibilité de différencier les compétences au sein d'un même groupe de collectivités, ça vous concerne directement, et d'autre part sur les modalités d'exercice de ces compétences. Il s'agit de questions très ouvertes, à partir desquelles le Conseil nous aidera à préciser les tenants et aboutissants du pouvoir de différenciation et à en tirer les conclusions dans la perspective de la prochaine conférence des territoires et peut-être dans la perspective de la prochaine réforme constitutionnelle. Mesdames et messieurs, dans un moment où le gouvernement plaide pour une décentralisation assumée, je suis prêt à jouer le jeu du dialogue et de la concertation, en disant les choses directement, en ne fermant aucune porte et en étant toujours prêt au dialogue, à la fois avec chacun des présidents de région et avec l'ensemble des régions en tant que telles. Nous devons construire la confiance. Ça ne veut pas dire que nous devons être d'accord sur tout. Et nous ne serons pas d'accord sur tout.
mais ça veut dire que nous devons réussir à nous parler de tout et à systématiquement rechercher la meilleure solution pour nos concitoyens. C'est en tout cas ainsi que je conçois la relation privilégiée que vous appelez de vos voeux avec l'État, et c'est dans cette dynamique que le Président de la République et moi-même souhaitons nous inscrire. L'agenda des prochains mois sera chargé. Il sera surtout, je l'espère, l'occasion d'un travail utile et constructif. Nous aurons des rendez-vous planifiés dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, dans le cadre des assises de la mobilité, dans celui des États généraux de l'alimentation et dans celui des assises de l'outre-mer. Mais nous aurons aussi des consultations sectorielles sur la formation professionnelle et l'apprentissage, je l'ai dit. Nous aurons également, j'y tiens, des échanges individuels autant que nécessaire. Et je vous propose de nous retrouver en janvier 2018 dans le cadre d'une rencontre bilatérale État-région à laquelle j'associerai vos interlocuteurs quotidiens, à savoir les préfets de région, pour faire un point d'étape sur tous les chantiers que j'ai évoqués. Mesdames et messieurs les présidents de conseils régionaux, mesdames et messieurs, vous avez indiqué tout à l'heure, monsieur le président du conseil régional, que vous étiez hier à Chambord et que vous fêteriez bientôt le 500e anniversaire de la première pierre du château de Chambord. 2017 est une année d'anniversaire. C'est l'année du protestantisme, le 500e anniversaire du protestantisme. C'est quasiment l'anniversaire de la création du château de Chambord. C'est le 500e anniversaire de la création aussi d'une ville qui est chère à mon cœur, Le Havre. Je sais, en étant dans cette région, centre Val-de-Loire, que je suis dans une région qui a été marquée par la personnalité de François Ier. Je sais que l'histoire aurait pu être très profondément différente en fonction de décisions qu'il a prises ou qu'il a abandonnées. Vous savez, monsieur le président du conseil régional, que la capitale de la France a failli être Romorantin. Ouais, si. François Ier, en 1516, après avoir accueilli Léonard de Vinci en France, après que celui-ci franchit les Alpes avec notamment dans son sac la Joconde, l'a installé chez vous. Et amoureux qu'il était du site de Romorantin, il a conçu un projet considérable de construction d'une ville nouvelle, fondée sur des canaux. Il avait même imaginé le percement d'un canal ambitieux entre la Loire et la Saône. Je le dis pour Xavier Bertrand, mais il n'est pas encore là. Pardon, Xavier, je ne t'ai pas vu arriver. Je salue le président du conseil régional des Hauts-de-France. Le projet était formidable, et François Ier ne l'a pas réalisé. Ce qui est dommage pour Romorantin. Il ne l'a pas réalisé parce qu'il a réaffecté ses objectifs en fonction de l'évolution du monde tel qu'il était. Il a créé d'autres villes et il a décidé d'ouvrir le royaume sur le grand large parce que c'était là que la croissance et la puissance se trouvaient. Je ne vous parle pas de Romorantin simplement pour le plaisir d'évoquer la ville dans laquelle la tarte tatin est née. Je vous parle de Romorantin parce qu'elle montre que les décisions prises par l'État sont essentielles, qu'elles sont cruciales et qu'elles sont parfois difficiles et qu'elles engagent et que j'ai parfaitement conscience qu'elles peuvent heurter. Mais la direction qui a été fixée par le président de la République, la direction que j'assume pleinement, c'est en même temps de remettre en ordre nos finances publiques, de permettre le redémarrage de la croissance dans notre pays, de faire en sorte de mettre en œuvre des politiques ambitieuses de transformation des politiques publiques dans les domaines où nous n'avons pas les résultats que nous devrions obtenir compte tenu des financements que nous consentons. C'est de faire confiance aux collectivités territoriales, c'est de leur permettre d'oser, de travailler en confiance avec l'État et de travailler en visibilité avec l'État. Les discussions se poursuivront, Monsieur le Président. Vous m'avez redit hier combien vous y étiez attaché, quelles étaient vos exigences. Je les entends. Elles seront discutées dans un cadre sérieux, dans un cadre crédible. Je parle du gouvernement. Je n'ai aucun doute sur la crédibilité de ce que vous indiquez, afin, là encore, de pouvoir nous engager fermement sur des objectifs que nous savons pouvoir tenir. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention.